Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, donc, on fait un récap du TP. Le TP était composé de deux parties. Une partie sur une modèle à une boîte, où vous avez dû voir ce que c'était, identifier un phénomène de relaxation. Donc, dans une boîte, on a un réservoir avec un forçage extérieur à T étoile, S étoile, qui donc va naturellement pousser la température dans la boîte et la salinité à converger en temps long vers les variables du forçage T étoile, S étoile. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de parler de la dynamique couplée des deux boîtes. La boîte 1 représentant les eaux dans l'atmosphère, au niveau de l'équateur, et la boîte 2 représentant les eaux dans les hautes latitudes proches des pôles. Donc, je vous avais présenté un modèle, donné une loi pour la circulation, psi, une loi d'état qui vous relie la densité aux variables de température et salinité, et je vous avais donné des équations différentielles satisfaites par les températures et les salinités dans les deux boîtes. Donc, avec un phénomène de relaxation, comme j'ai dit, c'est ce que vous avez identifié normalement dans le cas une boîte, on relaxe vers des températures de référence, et une partie transfert qui exprime le couplage entre les deux boîtes, au sein de ce terme psi fois la différence en température ou la différence en salinité. Donc il faut voir que ce terme de couplage introduit une linéarité assez forte dans le système, et c'est ça qui va nous donner des comportements intéressants. Parce que si vous n'aviez pas de psi, si vous n'aviez pas de couplage, pas de circulation, dans ce cas-là, vous avez juste un système linéaire de relaxation exponentielle vers les températures et salinités de référence. Donc, ce modèle a deux boîtes. On va tout d'abord faire une réduction, s'intéresser aux variables dites réduites, T chapeau et S chapeau. Parce que ce qui nous intéresse, ce sont les différences entre les températures entre les deux réservoirs ou les salinités entre les deux réservoirs. Okay, parce que c'est ça qui pilote les différences de densité et du coup qui pilote la circulation psi. Donc on regarde donc la différence T1 moins T2 et la différence S1 moins S2, et puis on renormalise par les différences entre les deux forçages. Donc T star moins T star, donc ça fait 2 T star, et S star moins S star, ça fait 2 S star. D'accord ? Donc le dénominateur, c'est la différence entre les salinités et températures de référence dans les réservoirs. Donc sur ces variables T chapeau et S chapeau, donc on a un système réduit. Avant on avait 4 équations. Maintenant, on n'en a plus que 2 sur T chapeau, S chapeau. Avec toujours la même structure, une partie relaxation, avec un temps, donc là j'ai mis TR, mais vous remplacez par T grand T dans le TP, enfin le temps de relaxation en température. Et pareil, une partie relaxation en salinité, ici, avec un temps de relaxation petit ts. Et la partie échange au travers de la circulation psi. D'accord ? Comme sur le modèle à une boîte, on va supposer que le temps de relaxation en température est très petit devant le temps de relaxation en salinité. D'accord ? La température a tendance à s'ajuster beaucoup plus vite que la salinité. C'est cette hypothèse-là. Et donc, sous cette hypothèse-là, on va introduire un petit paramètre epsilon, d'accord ? Représentant le ratio entre ces deux temps de relaxation. Et donc, finalement, le temps de référence, celui qui va être d'ordre 1, va être celui en TS. Donc, je renormalise tout par rapport à TS. Je fais une sorte d'adimensionnement. Tau, c'est une variable de temps adimensionnée. Je divise le temps de T par le temps de référence de relaxation de la salinité TS. Donc, la nouvelle variable de temps, c'est cette variable adimensionnée tau. Je réexprime le système avec cette variable de temps, tau, et je peux réécrire le système sous cette forme-là, avec donc la partie relaxation ici, c'est toujours les premiers termes, et une partie échange ici, avec la circulation, écrite maintenant sous la forme
ici de phi égale à un truc qui est toujours proportionnel au gradient au carré de la différence des densités. Et donc, si j'utilise la loi d'état en ρ, je peux remplacer cette différence en densité en une différence entre T chapeau et S chapeau. Et donc, il y a deux coefficients importants, le coefficient gamma et le coefficient mu. En particulier, le coefficient mu, vous voyez, qui vous compare l'effet de la salinité à l'effet de température. Dans la suite, pour simplifier, je vous ai proposé de supposer que epsilon était très petit devant 1, cette hypothèse-là, et du coup, cette équation, la première équation en température se réduit à dire que T chapeau, finalement, c'est constant. Okay. Et donc ensuite, je peux remplacer dans le phi et regarder l'équation juste réduite sur la densité réduite, la salinité réduite S chapeau. Donc vous avez une équation différentielle à étudier en S chapeau. Donc c'est une équation différentielle non linéaire, parce que, donc, ce que je vous avais dit, du fait de la circulation, j'ai un S chapeau carré qui apparaît fois S chapeau. Donc une forme cubique. Donc je l'ai mis sous la forme S chapeau prime égale F de S, avec F, un polynôme de degré 3 en S. Okay. Donc je représente cette fonction, voilà. Donc qui tend vers plus l'infini quand S tend vers moins l'infini, et qui tend vers moins l'infini quand S tend vers plus l'infini. Donc cette équation non linéaire, f étant régulier, c'est un polynôme, je peux appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz et dire qu'il existe une unique solution en temps court, sur un intervalle de temps maximal. La question qu'on peut se poser ensuite, c'est est-ce que cette solution existe pour tout temps? Alors une manière de faire, c'est d'exhiber ce qu'on appelle une fonctionnelle de Lyapunov. Si on écrit l'équation différentielle sous la forme suivante, en disant que S chapeau prime, c'est la dérivée d'un potentiel V, que j'ai représenté ici, qui est un potentiel de la forme type double puits. Donc vous avez deux minimums locaux, ici et ici, et un maximum local entre les deux. Donc ce qu'on observe, c'est que la dérivée en temps de ce potentiel est négative. Vous avez un si. Et donc, ce potentiel V est bien contrôlé par la valeur du potentiel pris en S à l'instant initial. Okay. Donc, pourquoi est-ce que ça nous dit que la solution existe globalement? Parce que le potentiel V est ce qu'on dit coercif. C'est-à-dire que si V, vous savez que V est inférieur à une certaine valeur, imaginons cette ligne horizontale, là, par exemple à 1,5, alors vous savez que S va être compris entre toutes ces valeurs, comprises entre ces deux valeurs de V. Okay. Ça s'appelle une fonctionnelle de Lyapunov. Donc, on sait que la solution existe globalement par cet argument-là, et la question suivante, c'est, ok, mais qu'est-ce qu'elle fait en temps long, cette solution? Alors, je vous fais un rappel sur la notion de point d'équilibre pour une équation différentielle. Donc, on a une équation différentielle non linéaire, ici autonome, c'est-à-dire de la forme y' égale f de y. Un point d'équilibre, c'est un point tel que f de y en ce point égale à 0. Et du coup, un point d'équilibre, c'est fait de sorte à ce que y' égale 0 en ce point-là. Donc ce point, une fois qu'on y est, on y reste. Donc quelle est la dynamique? Ensuite, si on est proche si on part proche de ce point y' d'équilibre. Okay. C'est la notion de stabilité ou d'instabilité. Si je pars proche et que je reste proche, le point d'équilibre est dit stable. Si je pars proche et que je m'en vais très très loin, je suis instable. Donc pour étudier la stabilité d'un point d'équilibre, on introduit la variable z qui est la variable d'écart à ce point de référence, ce point d'équilibre y'.
On regarde la dynamique satisfaite par cette nouvelle variable z, et on utilise l'équation différentielle. Donc z' comme y étoile est indépendant, z' c'est la même chose que y'. Okay, j'utilise l'équation différentielle, y' c'est f de y. Okay, et comme y étoile est un point d'équilibre, f de y étoile égale 0. Donc f de y, c'est la même chose que f de y moins f de y étoile. Et là, j'ai un développement de Taylor à l'ordre 1, enfin, une approximation. Je peux dire que cette différence, ça peut s'approcher par, au moins si y est proche de y étoile, par f' de y étoile fois la différence y moins y étoile. Ainsi, au premier ordre, z satisfait l'équation différentielle suivante, linéaire, z' égale f' de y étoile fois z. Encore une fois, c'est une approximation au premier ordre si y est proche de y étoile. Donc, ce petit calcul-là, c'est à la base du théorème dit de linéarisation. Donc, soit y étoile, un point d'équilibre de l'équation différentielle y' égale f de y. Alors, on dit que le point y étoile est localement, c'est-à-dire au voisinage de y étoile, attractif ou asymptotiquement stable si f' de y étoile est négatif, parce que du coup, vous allez avoir une décroissance exponentielle vers 0 si f' est négatif, parce que je vous rappelle que la solution de cette équation différentielle, elle est donnée par la donnée initiale fois exponentielle de f' de y étoile fois t. Donc si f' est négatif, vous avez l'exponentielle va tendre vers 0, et donc z va tendre vers 0. A contrario, si f' est strictement positif, alors z, l'exponentielle est de signe positif, donc vous tendez vers plus l'infini. Z va tendre vers plus l'infini. Donc le point d'équilibre est instable. Et vous ne pouvez pas forcément conclure quand f' égale 0. Alors, qu'est-ce qui se passe pour notre système? Enfin, pour notre équation en salinité. Donc, je vous rappelle l'équation satisfaite par S-chapeau, ici. On étudie l'existence de 0 pour ce polynôme de degré 3. Donc, ce polynôme de degré 3, il a au plus 3 racines. Donc, au plus 3 points d'équilibre. Alors, en fait, en fonction des valeurs des paramètres gamma et mu, vous avez soit un point d'équilibre dans toute la zone orange, soit 3 points d'équilibre dans la zone bleue. Nous, ce qui nous intéresse, dans le cas de l'AMOC, c'est d'avoir justement cette coexistence d'états d'équilibre multiples. Donc c'est vraiment cette zone bleue qui nous intéresse et dans laquelle on se concentre. Alors, quelle est la stabilité de ces points d'équilibre? Je retrace F en fonction de S et je regarde les points d'équilibre qui sont l'intersection avec la ligne de niveau 0. Donc vous voyez qu'en S1 et en S3, F' est négatif puisque F est décroissante dans ces points-là. Donc S1 et S3 sont attractifs, sont asymptotiquement stables. Par contre, S2 est dans une zone où F est croissante, F' strictement positif, donc S2 est instable. Donc je vous ai représenté des solutions, pour illustrer cette stabilité et cette instabilité, je vous ai représenté des solutions pour 4 données initiales différentes, plus ou moins proches de S1, S2, S3, et pour regarder le comportement en temps long. Donc là, c'est la valeur de S, solution de cette équation différentielle, au cours du temps. Voilà. Et donc vous voyez que pour ces différentes conditions initiales, vous allez soit tendre vers S1, soit tendre vers S3 en temps long. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe donc comment interpréter ça pour l'AMOC, la circulation nord-atlantique, de retournement nord-atlantique?
Donc je vous rappelle que la différence entre ρ1 et ρ2 s'exprime comme un coefficient fois t chapeau moins mu s chapeau. Donc on remarque que pour ces valeurs que j'ai prises ici, S1 et S2, points d'équilibre, sont plus petits que mu. Donc dans ce cadre-là, pour ces deux points, ρ1 est inférieur à ρ2 et ça correspond à une circulation régie par effet thermique. Parce que donc, ce signe-là, c'est juste que vous remplacez ici. Quand S est inférieur à 1 sur mu, du coup vous avez un signe positif sur cette différence T chapeau moins mu S. Donc circulation régie par effet thermique, et ça correspond à une circulation en profondeur qui va du pôle vers l'équateur. A l'inverse, S3 correspond à une circulation liée à ρ1 supérieur à ρ2, et du coup c'est une circulation régie par effet de salinité, où à l'inverse, les circulations du fond vont de l'équateur vers le pôle nord. Okay. En regardant aussi la taille de ρ1 moins ρ2, S1 correspond à un régime avec forte circulation, S3 correspond à un régime de faible circulation. Toujours en regardant la différence entre S1 ou S3 avec 1 sur mu. Aujourd'hui, on est dans un régime à forte circulation au voisinage de S1. Et donc la question c'est, est-ce qu'on va aller vers S3 ? Ça c'est le risque. Enfin, c'est ce qui est anticipé par le GIEC. Donc maintenant je veux passer au cas plus réaliste où on a un forçage extérieur. En pratique, du fait de l'atmosphère, pluie, évaporation et de l'interaction avec la calotte glaciaire, vous avez votre équation différentielle, elle est plus autonome, elle fait intervenir un forçage extérieur que je note E. Donc de la même manière, on peut étudier les équilibres, même si l'équation n'est pas autonome, mais à un E fixé, voir quels sont les états d'équilibre pour notre équation différentielle. Donc, de la même manière que précédemment, on a plusieurs équilibres qui coexistent quand gamma est suffisamment grand et quand mu est compris entre deux valeurs qui dépendent ici du fait de ce forçage extérieur qui dépendent de la valeur du forçage E. Okay. Et ces équilibres, ils ne sont pas difficiles à trouver, hein, c'est juste ce membre de droite qui vaut 0. Voilà. Donc je vous ai représenté cette courbe d'équilibre, alors dans un plan de phase qui peut être assez bizarre, mais qui est standard quand on fait de la théorie des bifurcations, je trace S en fonction du forçage E. C'est-à-dire je trace les solutions de cette équation-là dans ce plan SE. Donc si vous faites une rotation à 90 degrés, vous avez la même forme que le F en fonction de S précédent. Ok. Donc là, vous voyez qu'on a plusieurs branches, comme précédemment, deux branches d'équilibre stable en bas et en haut en très plein. Donc ça, ce sont tous les points d'équilibre qui sont stables, en haut et en bas. Au milieu, ça correspond à tous les points d'équilibre qui sont instables. Okay. Et donc, les points que j'ai fait apparaître en vert, ici, qui correspondent à des valeurs extrémales E+, et E-, voilà, c'est ce qu'on appelle des points de bascule. Alors pourquoi ? Parce que quand vous êtes au voisinage de ces points d'équilibre, ce sont des branches d'équilibre stable, donc vous allez converger vers cette branche en bleu. La même chose ici, quand vous êtes proche ici, vous allez converger vers la branche en bleu au cours du temps. Par contre, quand vous vous approchez, quand vous passez les points d'équilibre, ici, quand vous passez à gauche du point d'équilibre en vert, vous ne pouvez plus converger ici, parce que ici, cette branche, elle est instable. Et donc, vous allez converger vers la branche du dessous. Vous avez ce qu'on appelle un point de bascule, un tipping point, qui fait que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Okay, vous avez un phénomène de mémoire dans le système. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, la dernière partie du TP, c'était considérer justement un forçage qui dépend du temps, qui oscille
On pourrait se dire que c'est censé représenter un peu les saisons, la saisonnalité. Et j'ai mis une amplitude A suffisamment grande pour explorer des valeurs de E qui passent successivement au-dessus et en dessous de E+, et E-. Okay. Donc le forçage extérieur, qui est une donnée, c'est la courbe en bleu qui est là. Ensuite, E+, et E-, ce sont les pointillés rouges ici. Donc, on part en temps, on part d'ici, de ce point-là. Donc, ici, on reste proche de E+, donc on converge vers la branche supérieure, ici. Ensuite, on passe sous E-, hop, ici. Et là, on se décroche de cette branche de stabilité supérieure et tac, on converge vers la branche inférieure. De la même manière, on suit tant que le E remonte, on reste sur la branche inférieure ici, et il va falloir attendre de repasser par E+, c'est-à-dire repasser ici, pour repartir sur la branche supérieure. D'accord ? Donc c'est ce que j'ai appelé des phénomènes de mémoire, c'est que c'est pas parce que vous repassez E- que vous allez repartir sur la branche supérieure, non, il faut faire tout le tour. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'hystérésis. Il faut repasser par E+, pour repartir sur la branche supérieure. Voilà, et donc ces phénomènes de relaxation donc vous les voyez aussi sur l'évolution en temps de la salinité avec des changements brusques, voilà, des lignes quasi verticales, quand vous passez de la branche supérieure à la branche inférieure. Là, c'est presque les discontinuités qu'on observe périodiquement ici. Voilà, donc ça c'est très important, phénomène de bifurcation et phénomène d'hystérésis qui caractérise la MOC en première approximation. Donc quelques limitations de ce modèle à deux boîtes, donc ça clôture un peu les conclusions de ce que vous avez dû obtenir au cours du TP. Donc maintenant je vais aller un peu plus loin, faire des ouvertures sur d'autres choses. Donc quelques limitations du modèle à deux boîtes. La première limitation, c'est le fait qu'on a dit que les eaux à l'équateur, c'était T1S1, les eaux au pôle, c'était T2S2. Okay, sauf qu'en fait, en vrai, il y a une stratification en densité, température, salinité dans chacune des boîtes. Donc ça, c'est la première chose qu'on ne considère pas. Ensuite, il n'y a pas d'interaction avec les autres bassins océaniques. Donc là, on a considéré que l'Atlantique Nord, alors que, évidemment, on sait qu'il y a quand même un transfert de la circulation entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Et par ailleurs, la question d'autres forçages n'est pas traitée. Quelques phénomènes importants pour le maintien de cette circulation de retournement. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais il y a des effets de diffusion, d'homogénéisation, donc diffusion turbulente ou mixing, qui réchauffent les eaux profondes qui du coup vont lentement remonter à la surface. Et en particulier autour du pôle sud, c'est le forçage du vent qui permet un phénomène de pompage pour faire remonter les eaux profondes à la surface. Alors, si vous êtes intéressé pour aller plus loin par rapport à ça, donc, il existe des modèles à 3 boîtes pour justement prendre en compte le bassin hémisphère sud. Dans le cadre de la simulation d'événements climatiques, en pratique, donc, j'ai considéré un forçage qui était qui n'est pas très réaliste. Le forçage de salinité E qu'on a pris, c'était un forçage périodique tout gentil. En vrai, ce qui se passe, c'est quand quand vous passez les tipping points, c'est dû en général à un bruit stochastique. Et ces forçages stochastiques sont à l'origine des événements, enfin on pense que ce sont à l'origine des événements de Dansgaard-Oensger qui sont à l'origine de réchauffement durant les derniers épisodes glaciaires. Par rapport à l'homogénéité dans les boîtes dont j'ai parlé, vous avez des modèles oscillatoires, un peu basés sur les mêmes modèles qu'on a vus. Donc ça serait très intéressant à regarder pour vous. C'est une étude d'équations différentielles non linéaires.
modèle dit de Welander, où vous allez, au lieu de considérer que la boîte entière est homogène, vous allez vraiment distinguer la boîte de surface et une boîte de fond, et les échanges entre ces deux couches. Et après, évidemment, on peut aller plus loin en prenant en compte vraiment l'hétérogénéité spatiale avec des modèles d'équations ou de dérivées partielles. Donc en fait, ce sur quoi le GIEC s'appuie, c'est quand même le fait que ces phénomènes de bifurcation qui ont été identifiés au niveau EDO, en fait, ils ont aussi été validés sur des modèles EDP pour la MOC. Alors, conclusion. Donc, on a mis en évidence, via l'analyse mathématique d'un système d'EDO, là, un phénomène d'hystérésis et de point de bascule pour la MOC. Et ceci, c'est vraiment dû à la non-linéarité et à l'existence de plusieurs points d'équilibre pour le système. Donc, point de bascule, on appelle ça aussi un tipping point, en anglais. Et c'est toute une théorie des sciences climatiques aujourd'hui, de comprendre ces points, ces seuils au-delà duquel le système climatique Terre change de façon brusque et irréversible, c'est ce qu'on a vu précédemment. Même si on inverse un tout petit peu le flux salin, on a vu qu'il fallait faire tout le tour pour revenir à l'état initial. Donc c'est cette notion d'irréversibilité qui est aussi importante dans la notion de phénomène d'hystérésis. Donc, illustration, plusieurs points de bascule qui ont été identifiés, qui ont ou pas été passés déjà dans l'histoire récente. Donc, les points qui influent particulièrement sur le système climatique. Donc, nous, on a regardé la MOC. Après, il faudrait vraiment comprendre l'interaction de ces points de bascule de la MOC avec la fonte de la calotte glaciaire. Donc, ça, c'est des travaux en cours. Donc j'imagine que vous, ce qui vous touche particulièrement, c'est aussi ce qui se passe dans les régions africaines, en particulier le déplacement de la mousson, qui va probablement avoir un gros impact sur les populations, les systèmes économiques. Et donc ça, c'est aussi un des aspects des sciences du climat, c'est aussi, au-delà des impacts géomorphologiques, c'est aussi de comprendre les impacts sur les sociétés humaines et aussi l'impact économique qui est pas négligeable. Voilà. Les références de ce TP. Un site web, Image des maths, où vous avez 3 articles sur ce cas-là. Donc, un premier article qui fait un système discret. Le deuxième article sur lequel est principalement basé STP EDO, donc c'est des modèles d'EDO qu'on a vus. Et la troisième partie, c'est si ça vous intéresse de faire des aspects stochastiques, c'est l'article 3 de Niels Berglund. Pour le modèle à une boîte, vous pouvez aussi aller voir un article de Walsh. Les modèles, en fait, initialement, c'était un modèle de Stommel, donc ce modèle à 2 boîtes de Stommel. Et pour les lois de circulation, il y a eu cette loi quadratique que j'ai proposée. C'était présent donc, déjà dans un article de Niels Berglund qui se base sur un article de Ceci des années 90. Et enfin, pour tout ce qui est science des points de bascule, si vous voulez essayer d'étudier d'autres points de bascule, je vous encourage à aller déjà lire une introduction là-dessus, donc d'un article de review récent qui se base sur les conclusions d'une conférence qui a été donnée, enfin une école sur la théorie des points de bascule. Ce que je vous l'ai dit, c'est vraiment maintenant tout un pan de la théorie des sciences du climat qui est centré autour de ces points de bascule. Ok, et ben je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention et donc c'est la fin de ces cours. Voilà.